Le procès du démon. Un démon a la sagesse et la ruse des âges. Donc votre foi dans ce que vous faites doit être très très forte. Ed Warren. Le 24 novembre 1981, à Brookfield, dans le Connecticut, Ernie Cheyenne Johnson a été reconnu coupable d'homicide involontaire au premier degré pour le meurtre de son propriétaire, Alan Bono. Son avocat voulait plaider la possession démoniaque, mais le juge a estimé qu'un tel argument, ne pouvant être prouvé, il était irrecevable. Le procès a attiré l'attention des médias du monde entier. Ed et Lorraine Warren ont donné leurs sentiments sur l'affaire dans Seekers of the Supernatural, l'émission de télévision qu'ils ont animée pendant 2 ans, en 1998 et 1999, en compagnie de Tony Sparrow. Tony Sparrow. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Seekers of the Supernatural. Ce soir, avec Ed et Lorraine Warren, nous allons parler de ce cas fascinant qui est arrivé juste ici, dans le Connecticut, le meurtre du démon de Brookfield. Il a même donné un livre et un film, Le procès du démon. J'aimerais commencer, si vous le permettez, par vous, Lorraine. Pouvez-vous me dire comment vous vous êtes retrouvés, votre mari et vous, impliqués dans ce cas? Lorraine Warren. Nous avons été contactés par le père Denis, qui est le pasteur de l'église Saint-Joseph à Brookfield. Il nous a parlé d'un jeune garçon qu'il essayait d'aider mais qui avait été reconnu comme possédé. Il m'a avoué qu'il lui était très difficile de s'impliquer dans ce cas parce qu'il avait déjà été assigné par l'évêque à l'exorcisme d'une autre maison. Ça n'était pas un individu, mais une maison qui était infestée. Il a dit « Je veux que vous sachiez que vous avez mes prières ». À ce moment-là, il devait partir en Irlande avec sa mère. Il était inquiet. Je crois qu'il avait peur que le démon remonte jusqu'à lui, peut-être à travers sa mère. Il nous a parlé de David et de ses problèmes. Il nous a expliqué que ce petit garçon de 11 ans avait un léger problème d'apprentissage, mais que des incidents très bizarres lui arrivaient. Nous avons contacté un docteur à Trumbull, le docteur Jim Grasso, pour lui demander s'il voulait bien nous accompagner dans la maison en début de soirée. Ce jour-là, il faisait vraiment très chaud. Nous lui avions demandé de venir parce qu'il avait, lui aussi, un fils avec des troubles similaires. Nous pensions que si un médicament était à l'origine des problèmes de David, alors il pourrait s'en apercevoir. Toutefois, ça n'a pas été le cas. Les difficultés de David n'étaient pas assez sévères pour ce type de traitement. Il était dans les toutes premières étapes de la possession démoniaque. Nous sommes donc allés à la maison en cette chaude soirée. Je me souviens de la vapeur et de l'humidité qui sortait du sol. L'atmosphère était étrange. Quand nous sommes arrivés là-bas, Ed a fait un faux pas en montant les marches de l'escalier menant à la maison. Le docteur Grasso a fait une sorte de commentaire humoristique. Puis, il a glissé et il est tombé lui aussi. Une fois à l'intérieur, nous nous sommes assis autour d'une table et nous avons parlé. Nous regardions David, qui était en train de gribouiller. Vous savez, il dessinait ou quelque chose comme ça. Il était concentré sur ce qu'il faisait. Puis, il a levé les yeux, et ça n'était plus un petit garçon de 11 ans. Ed Warren. Ce petit garçon de 11 ans pouvait devenir extrêmement fort. Certaines nuits, il fallait 4 ou 5 hommes pour le maintenir. J'en ai été témoin. Il divaguait, délirait et criait. Parfois, il attaquait sa mère. À une occasion, je crois même qu'il lui a cassé le nez. Pourtant, il adorait ses parents. Ernie Johnson, le jeune homme fiancé à la sœur de David, Debbie, veillait sur lui toutes les nuits.
Il venait à la maison en sortant du travail. Il était paysagiste. Il travaillait très dur. Il soupait et se couchait aussitôt. Puis, toujours vers 23 heures, quelque chose arrivait à David. Comme l'a dit Lorraine, vous le regardiez, il était normal, et la seconde suivante, ça n'était plus lui. Ça continuait jusqu'au lever du soleil. Le garçon se roulait sur son lit et il avait des pertes de connaissance. Une fois, je l'ai vu léviter. Il avait une force extrême et disait de terribles obscénités. Ernie Johnson, que je décrirais comme le jeune Américain idéal, aimait le sport. Il jouait au baseball et il avait reçu de nombreuses récompenses. Il aimait aussi pêcher. Lui et Debbie sortaient souvent pêcher et ils avaient du bon temps. Ce gamin, qui était âgé de 18 ans à l'époque, restait debout toute la nuit et il allait travailler le lendemain matin. Il a fait une erreur fatale. Une nuit, il a crié à ses démons. « Prenez-moi, laissez-le tranquille !» Son souhait a été exaucé. Tony. Il a défié le démoniaque. Lorraine. Mais cette fois, des prêtres catholiques étaient déjà impliqués. Le père Denis était parti pour l'Irlande. 2 jeunes prêtres, dont l'un venait tout juste d'être ordonné, avaient été assignés à la paroisse à cette époque. Ils sont venus nous visiter tous les 2. Finalement, 6 prêtres ont été impliqués. Ed. 3 d'entre eux venaient du Vatican. Lorraine. Ils avaient tous les 3 été ordonnés et scolarisés à Rome. Ils étaient vraiment effrayés par les choses que disait Ernie, qui était un jeune homme si compatissant, tellement discret. Nous ne l'avons jamais vu montrer aucun signe de comportement violent. Il était un parfait gentleman. « Monsieur et Madame Warren », nous disait-il. Ernie était une belle personne et il avait un immense respect pour les prêtres. Ed. Tous les parents auraient voulu avoir un fils comme lui. Lorraine. Oui, il était parfait. Ed. Il a fait une erreur fatale en défiant les démons. Lorraine. Je sais que l'un des prêtres catholiques l'a rencontré pour parler avec lui. Il s'inquiétait parce que, vous savez, il l'avait défié. Souvenez-vous, quand vous défiez le démoniaque, il ne réagit pas immédiatement. Il attend le moment où vous êtes le plus vulnérable. Il attaque quand vous vous y attendez le moins. Ed. C'est ce qui est arrivé alors qu'Ernie se trouvait dans une pizzeria avec Debbie et ses sœurs. Ils ont rencontré Alan Bono, un ami à eux. Ils sont allés chez lui et Ernie a disparu pendant quelques minutes. Quand il est revenu, il était quelqu'un de complètement différent. Il ne reconnaissait plus Debbie et il n'a gardé aucun souvenir de ce qui s'est produit ensuite. Lorraine. Ne vous inquiétez pas, nous allons revenir en arrière. Tony. D'accord. Ed et Lorraine, je sais que vous avez amené des diapositives ce soir. Lorraine. Oui. Tony. Peut-être pourrions-nous en regarder quelques-unes. Lorraine. Oui, c'est une bonne idée. Tony. J'aimerais, si possible, que nous lancions la première série et que vous la commentiez. Ed. La première série montre l'église de Saint-Joseph, à Brookfield, dans le Connecticut. Tony. D'accord. Ed. C'est là où le premier exorcisme a été effectué. C'est un exorcisme que je n'oublierai jamais. La première tentative, qui s'est déroulée dans le couvent, n'a pas été couronnée de succès. David s'est retrouvé possédé et il n'a pas voulu monter dans la voiture. Il a couru loin de sa famille. Il avait un couteau. Il a tenté de tuer sa mère et sa grand-mère. Mais il n'était pas lui-même. David était un enfant très complaisant, très docile. Quand je suis arrivée, il gisait sur son lit en position fétale. Ce prêtre était là, debout, près de lui. Je lui ai dit
Ne restez pas si près car il a la mauvaise habitude de donner des coups de poing. Le prêtre a reculé et soudain, le garçon a bondi du lit, très rapidement. Il a couru dans la salle de bain et il a fermé la porte à clé. Il ne voulait plus sortir. Des rires hystériques montaient de derrière la porte. Finalement, nous l'avons brisé et nous l'avons obligé à sortir. Nous l'avons amené au couvent de Saint-Joseph, où l'exorcisme a été effectué le 9 septembre, jour de l'anniversaire de la Sainte Mère. Lorraine, le 8 septembre. Ed, nous pensions que l'exorcisme serait un succès. Il nous a dit que la chose qu'ils appelaient la bête, et qui avait été vue à de nombreuses reprises dans la maison et dans le jardin, était revenue. J'ai pris de l'eau bénite et je suis retourné là-bas, pendant que les prêtres restaient au couvent. Je me suis promené dans la maison et j'ai fait ce que nous appelons de la provocation religieuse. J'étais en train de saupoudrer une pièce d'eau bénite et il y avait ce rocking chair juste là. Soudain, il s'est mis à se balancer violemment d'avant en arrière. Il y avait de gros bruits de coups dans la maison. Puis, j'ai entendu un grognement en bas, dans la cave. Il y avait aussi certains des bruits que nous avions entendus la toute première nuit où nous étions venus avec le docteur Jim Grasso. Ça sonnait comme si quelqu'un avait frappé le sol sous nos pieds, mais il n'y avait personne en bas. Tony, quelle est la série de diapositives que nous sommes en train de regarder, Ed? Ed. Quelques-uns des grands titres des journaux. La terrifiante histoire derrière le meurtre du démon. C'est Debbie Gletzel que vous voyez là, la fiancée d'Ernie. Il est un peu plus loin, dans le coin là-bas. Tony. Les journaux vous présentent comme des enquêteurs. De quand datent ces images? Lorraine. C'était en 1980, quand nous nous sommes impliqués dans ce cas. Quelque chose nous tracassait, et c'est très important. Nous savions qu'une tragédie était inévitable. Nous le savions. Nous avons même prévenu la police. À cause de la violence, Lorraine a prévenu le chef de la police. Tony. Qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de ça? Lorraine. Qu'il n'y avait rien que nous puissions faire avant les faits, à part regarder et les appeler quand des choses se produiraient dans la maison. Tous les prêtres le savaient, ça n'était pas juste moi. Tous les prêtres étaient bien conscients que la tragédie était inévitable. Mais jamais, jamais nous n'avons pensé que ça serait Ernie Johnson. Ed, gardez en tête que des psychiatres ont examiné David. Ils nous ont dit, textuellement, qu'il n'était pas malade mentalement. Lorraine. Oh non. Ed. Les manifestations que nous cherchons dans les cas de possession se produisaient dans la maison. Meubles qui bougent, bruit de coups, le garçon sans histoire, sa force, sa connaissance d'autres langues. C'était juste un stéréotype des cas de possession. Tony. Il y a la photo d'un autre article, je crois, sur la possession. Lorraine. Oui, c'est Ernie Johnson. Tony. C'est Ernie? Lorraine. Oui. Ed. Si le juge nous avait laissé lui apporter nos preuves, nos enregistrements, nos photographies et nos témoignages, les prêtres attendaient devant le tribunal de Danbury, au Connecticut, pour jurer que ce qui était arrivé à ce jeune garçon et à Ernie Johnson était vraiment une possession démoniaque. Toutefois, je peux comprendre les sentiments du juge. Il ne voulait pas être connu comme le premier juge à avoir permis une affaire, le démon me l'a fait faire, dans son tribunal. Pourtant, le démon lui a vraiment fait faire. Lorraine. Oh oui. Ed. Ernie Johnson était sous possession diabolique. Il ne savait pas ce qui s'était passé pendant au moins 2 heures. Pendant ces 2 heures, il avait tué Alan Bono. Ce jeune homme ne voulait faire de mal à personne. Nous le connaissions bien. Il était très poli, très travailleur, et il aimait la vie.
Il travaillait jusqu'à 17 heures par jour, aménageant le paysage, coupant des arbres, puis il prenait son souper et il allait se coucher jusqu'à 23 heures. Après il se levait, restait debout toute la nuit pour s'occuper du petit garçon. Lorraine. Il laissait David dormir près de lui, pour que les parents, Judy et Karl Glatzel, puissent se reposer. C'était terrible pour cette famille. Vous n'imaginez même pas l'impact émotionnel et physique. Ed. Si le tribunal nous avait permis d'amener nos preuves, cet avocat, Martin Minella, se serait occupé du cas. Il savait que le garçon était possédé. Il sentait que nous pouvions gagner le procès, mais il ne se doutait pas que le juge ne nous laisserait pas présenter notre version des faits. Lorraine et moi avions établi un précédent en 1990. Nous avions gagné un procès où une femme avait été chassée de sa maison par des fantômes. Nous aurions gagné cette affaire aussi, et Ernie Johnson n'aurait pas été en prison. Tony. Nous voyons maintenant la photographie d'un homme. Est-ce l'un des prêtres qui était dans la maison? Lorraine. Oui, l'exorciste. Il a été très très durement affecté par ce cas. Tony. De quelle manière a-t-il été affecté? Lorraine. C'était lors d'une session de nuit dans la maison. Toutes les nuits, nous étions debout avec les exorcistes et les prieurs. Cette nuit-là, j'ai appris la prière de l'ange gardien au petit garçon. Ange de Dieu, mon cher gardien. Je lui ai appris comment réciter cette prière et elle a semblé lui apporter un certain réconfort. Nous étions tous vraiment épuisés. Ed. Toutefois, souvenez-vous, l'exorciste a été attaqué non seulement durant l'exorcisme, mais aussi dans son presbytère. Lorraine. C'est ce que j'allais vous dire. Nous sommes partis tôt le matin. Le père Virgulac voulait retourner à Norwalk car il devait dire la messe du matin et ses parents devaient y assister. Il ne voulait pas qu'il sache pour l'exorcisme. Il ne voulait pas qu'il s'inquiète pour lui. Il avait raconté des choses à sa sœur, mais pas à son père, qui était le chef de la police de Norwalk. Tony. Ok. Est-ce que nous avons une photo des Glatzel? Lorraine. Oui, les voilà. Judy et Karl Glatzel. Ed. La mère et le père de David. Lorraine. Cette photo a été prise après que le garçon ait été exorcisé. Ed. Ils étaient tous les deux des gens extrêmement bien. Lorraine. Joviaux. Ed. Monsieur Glatzel, par exemple, aussi costaud qu'il soit, il ressemble à Lizzie Adams, ne pouvait pas maintenir son fils tout seul. Lorraine. Oh non, il ne pouvait pas le tenir du tout. Ed. Il y a eu des fois, comme je l'ai déjà dit, où il a fallu 5 ou 6 hommes pour le maintenir. Tony. D'accord, nous allons approfondir un peu tout ça, si nous le pouvons. Voici une photo de David. Ed. Il sortait d'un épisode de possession. Il pleurait et s'accrochait à sa mère. Lorraine. C'est ce qu'il faisait tout le temps. Tony. D'un point de vue professionnel, qualifieriez-vous la chose qui le possédait de diable, de démon ou d'un autre terme? Ed. Il était possédé par des diables. Quand ils ont passé la nuit dans la maison des Glatzel, je suis retourné dans mon studio et je les ai appelés. Je pensais qu'il n'y en avait qu'un seul, celui qu'il surnommait la bête. Je lui ai demandé de venir où j'étais, car je pensais pouvoir l'attacher et l'empêcher de retourner dans la maison. Tony. D'accord, ça veut dire quoi, attacher un esprit? Ed. Attacher un esprit? Les prêtres étaient en train de chasser les diables de la maison. Je me disais que si j'arrivais à faire venir la bête, j'attacherais son esprit grâce à un rituel. Ça a été une des nuits les plus effrayantes de ma vie. Il n'y avait pas qu'un seul diable. Ils étaient 43.
Tony. 43 diables? Ed. Ils sont venus à moi comme un kaléidoscope. Je voyais leurs horribles visages l'un après l'autre. En plus, j'étais tout seul dans ce bureau. Tony. Qu'avez-vous fait? Que s'est-il passé? Vous êtes sorti? À votre place, j'aurais couru dehors. Ed. Pour être franc avec vous, je me suis retrouvé pétrifié. Je ne pouvais plus bouger. Je les ai vus arriver très rapidement. C'était comme un kaléidoscope d'horribles visages qui venaient vers moi. J'ai su que je n'avais pas de pouvoir contre ça. Je pensais qu'un seul diable viendrait, celui qu'ils appelaient la bête. Mais j'ai compris que nous étions confrontés à la hiérarchie du monde diabolique. À ce moment-là, j'ai laissé tomber et je suis sorti du bureau. Tony. Oh, vous êtes alors parti? Ed. Je suis parti, oui. Je savais que je n'avais aucun contrôle sur ce qui se passait ici. Lorraine. J'étais dans la maison avec les prêtres à ce moment-là. Toutefois, le lendemain matin, je suis rentré chez moi. Je pensais que le père Virgulac avait besoin de repos. Je voulais qu'il fasse une sieste avant de retourner dans la maison parce qu'il semblait épuisé. Ces prêtres étaient particulièrement soucieux de leur apparence, mais en quittant la maison ce matin-là, ils semblaient sortir d'une bataille, ce qui était le cas. Un peu plus tard dans la journée, le père Virgulac m'a dit qu'en se réveillant, il avait retrouvé son oreiller trempé de sang. Ed. Le sang dont elle parle est appelé un apport par téléportation. Le phénomène avait pour but d'effrayer les prêtres et de nous faire arrêter nos investigations. Nous connaissons et nous comprenons les pouvoirs diaboliques. Heureusement pour nous, nous étions protégés par la Sainte Mère et Padre Pio, que nous prions tout le temps. Sans cette protection angélique, nous ne serions pas assis là pour en parler. Tony. Que montrent les diapositives suivantes, Ed? Ed. C'est le couvent de Saint-Joseph à Brookfield, où le premier exorcisme, qui a été un échec, s'est déroulé. À ce moment-là, j'ai quitté le couvent car rien ne se produisait, et je suis retourné dans la maison des gratte-ciel. C'est là que le rocking chair s'est mis à se balancer et que j'ai entendu des grognements et des bruits de coups. Lorraine. Je ne veux pas que vous pensiez que ce sang sur l'oreiller était celui du prêtre, car ce n'était pas le cas. Le sang n'était pas le sien. Il ne saignait pas. C'était un apport, quelque chose, qui a été dématérialisé à un endroit et qui est réapparu à un autre. C'est vraiment fait pour le terrifier. Ed. Ernie et Debbie ont eu une expérience terrifiante eux aussi. Ils dormaient à l'étage dans la chambre de David pour pouvoir le surveiller. Une nuit, une chose qu'ils ont décrite comme une main squelettique est sortie du plancher. Une fois encore, les phénomènes de ce genre sont destinés à effrayer. Lorraine. Et ils y parviennent. Ed. Quand des gens sont effrayés, ils dégagent une énergie psychique dans l'atmosphère. Les forces négatives vont l'utiliser pour se manifester un peu plus encore. Tony. Où l'exorcisme s'est-il déroulé très exactement? Voici de nouvelles diapositives. C'est l'église? Lorraine. Oui, c'est ça, c'est l'église. Le chemin que vous voyez à droite, même au sol, ils ont maintenant une nouvelle et très jolie église ici. Tony. C'est l'église de Brookfield? Lorraine. En effet. Ed. C'est l'ancienne église, il y en a une autre maintenant. Lorraine. L'exorcisme a été réalisé au fond de ce sous-sol, qui était adjacent à l'école. Le rituel était tellement violent et bruyant qu'il s'entendait depuis l'école élémentaire catholique. Une fois terminé, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas continuer à exorciser des gens dans cette église. Ed. Les portes de derrière s'ouvraient et se refermaient. Les bancs bougeaient, pourtant ils étaient boulonnés. Les livres de cantiques, posés près de nous, s'envolaient de leur siège. Le garçon s'est libéré de ses 2 gardiens et il a attaqué le prêtre. Tony.
Que voyons-nous sur la diapositive suivante? Ed. Je voulais vous montrer ça. C'est Debbie. Nous sommes devant l'hôtel, juste là. C'est la sœur de David. Tony. D'accord. Lorraine. Nous y allions souvent. Ed. J'avais apporté une petite maquette de dinosaure. Tony. Ah bon? Ed. David, le jeune garçon qui était possédé, venait juste de terminer cette maquette de dinosaure quand, soudain, elle a commencé à marcher toute seule et s'est dirigée vers la famille. Tony. Un dinosaure en plastique a commencé à marcher? Ed. Ce dinosaure en plastique. Puis, brusquement, une voix profonde et bourrue en est sortie, qui a dit « Attention, vous allez tous mourir ». Quelque temps plus tard, alors que nous montrions à un groupe de personnes l'endroit où l'exorcisme avait pris place, un homme a enregistré une voix, la même voix profonde et bourrue, qui disait « Pourquoi êtes-vous ici ?» Lorraine. En effet. Tony. Oh mon Dieu. Lorraine. Nous étions en train de parler au groupe et cet homme enregistrait ce que nous disions sur le cas de Brookfield quand c'est arrivé. Au même moment, le dinosaure s'est animé. Tony. Il a marché. Lorraine. Il a marché. Tony. Il me semble me rappeler vous avoir entendu parler d'un incident similaire dans le cas d'Amityville. Ed. Vous voulez sûrement parler du lion, le lion en céramique? Lorraine. Oui, le lion en céramique. Tony. Que s'est-il passé? Est-ce que ça a effrayé tout le monde? Ed. C'est fait pour effrayer, comme je l'ai dit plus tôt. Parce que dès que vous avez peur, vous dégagez cette énergie psychique. Les démons et les esprits maléfiques peuvent l'utiliser comme carburant pour créer plus de phénomènes. Ils ont besoin d'énergie et c'est de l'énergie. Lorraine. David, les voix qu'il entendait quand il était possédé, elles lui disaient des choses. Par exemple, elles lui ont dit qu'Ernie Johnson allait tomber d'un arbre. Il est tombé, mais Dieu merci, il n'a pas été gravement blessé. La bête, comme il l'appelait, a aussi dit au garçon qu'à la fin du procès, le dernier jour, les lumières du tribunal faibliraient, et elles l'ont fait. Tony. Quel a été le résultat du procès? Ed. Ernie a été jugé pour assassinat. Lorraine. Sa peine a été légère. Ed. Il a été condamné à 4 ans de prison. Mais je crois qu'il n'en a fait que 2. Vous ne pouvez pas garder un jeune homme en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Lorraine. Son comportement était exemplaire. Lui et Debbie se sont mariés en prison. Tony. Ah bon? Ils se sont mariés en prison? Lorraine. Oui. Ed. Ils travaillent ensemble aujourd'hui. Ils sont heureux. Lorraine. Ils ont 2 fils. Tony. Tout est normal? Lorraine. Oh oui, ils sont tout à fait normaux. Tony. Et David, comment va-t-il? Lorraine. David travaille avec son père. Ed. C'est un jeune homme tout à fait normal aujourd'hui. Tony. Désolé de cette digression, mais j'ai oublié de vous poser une question. Pour quelle raison David a-t-il été possédé? Lorraine. Ah, oui. Ed. David s'est retrouvé possédé parce que sa mère et sa sœur, malheureusement, ont pratiqué la sorcellerie. Alors qu'elles faisaient de la motoneige près de New York, elles ont rencontré un groupe. Ces gens, d'après ce que j'ai compris, pratiquaient le satanisme. Ce soir-là, ils les ont raccompagnés à leur maison, et pour une raison quelconque, ils ont réussi à retourner la mer. Un jour, alors que Debbie et Ernie cherchaient un rat dans la maison, la bête s'est fait connaître. C'était dans leur petite maison de Brookfield. David a dit que quelque chose l'avait poussé sur son lit. Il avait vu un vieil homme et sa description était terrifiante. Lorraine.
David nous a expliqué que cet homme se tenait là. Ce petit garçon de 11 ans à peine nous a décrit sa chemise à carreaux et tout ce qu'il portait. Puis il nous a dit textuellement: « Il était là, dans ma chambre, mais il semblait tout brûlé et il avait des pieds comme un cerf. » Ed. Des sabots. Tony. Oh mon Dieu, c'est un cas incroyable. Pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce cas, il y a ce livre écrit en 1980 par Gerald Brittle et Ed et Lorraine Warren, The Devil in Connecticut. J'ai lu ce livre, il est fascinant. Merci à tous les deux. Lorraine. Merci à vous. Merci à vous. Point final.